L'émission commencerait par de la musique. Pam, 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 pam. Et doucement, j'amène l'aventure. Très original, ce fondu musical, Doug. Oh, Frances, si vous vous moquez. Non, la suite. Bien. La BBC présente Si Mandibule m'était compté. C'est vous, darling, qui n'êtes pas sérieux. Mais si. Un grand reportage vécu par Hurrah! Frances Doran et Douglas Templemore. Waouh! Oh, soyons sérieux, nous dînons en ville. Alors, sur les tam-tams, le générique. Puis ma première séquence. mais c'est chez vous, c'est votre carillon. C'est un document personnel. Puisqu'aussi bien j'étais décidé, il me fallait garantir mes arrières. Mes micros étaient installés. Le docteur Figgins, je suppose. Qui voulez-vous que ce soit, à 5 heures du matin? Vous m'excuserez, docteur, mais le cas est assez grave. J'espère bien. Se faire tirer du lit à une heure pareille. Oui, notre malade? C'est moi qui ai besoin de vous, docteur. Mais vous n'êtes pas d'une pratique, monsieur... Templemore. Douglas Templemore. Non, en effet. Nouveau dans le pays? Oui, j'habite Londres, ordinairement. C'est ça. Nous finirons par être complètement envahis par les gens de la ville. Enfin. Déshabillez-vous. Est-ce bien nécessaire? Voilà une question. Êtes-vous malade ou non? Je me porte à merveille, docteur. Mais alors, bon sang, qu'est-ce que je fais ici? À 4 heures du matin, et par ce temps le chien encore. Si vous voulez bien... approcher... Venez, docteur, venez. Hein? Si vous voulez... approcher du berceau. Ah, c'est donc cet enfant. Parfait. Quand est-il né? Hier après-midi. Vous ne m'avez pas appelé pour l'accouchement? Il est né en clinique, docteur. Ah, c'est son droit. Ah, je crains fort, monsieur... Templemore. Oui, que vous m'ayez appelé un peu tard. Je le sais bien, docteur. Comment? Il y a près d'une heure que cet enfant est mort. Et c'est seulement maintenant que vous me faites venir? Vous ne m'avez pas compris, docteur. Je l'ai piqué avec une forte dose de chlorhydrate de strychnine. Quoi? Mais c'est un meurtre! N'en doutez pas. Comprenez-moi, Frances, si je commence mon émission par les confidences de la fameuse mandibule, l'auditeur moyen... Je comprends, darling, mais ne craignez-vous pas le même résultat? Je vous demande pardon? Moi, une émission qui commence par un meurtre, je tourne le bouton. Oui, mais vous liriez la suite dans votre journal. Je ne lis pas de journaux. Mais ou dans une très sérieuse revue scientifique. L'auditeur, lui... Meurtre, mais c'est un meurtre! Ne doutez pas. Mais pourquoi? Mais comment? Je m'en expliquerai devant les juges. Pour le moment, veuillez simplement faire le constat, docteur. Il faut prévenir la police. C'est déjà fait, docteur. La prévenir tout de suite. Où est le téléphone? Comment? Qu'est-ce qui est déjà fait? J'attends un inspecteur d'un moment à l'autre. Je vais l'appeler quand même, si vous permettez. Mais bien sûr, docteur. Par ici. Inspecteur Mims, sans doute.
Du district de Guildford. Oui, monsieur. Merci pour votre diligence, inspecteur. Du tout, ravi de vous connaître, monsieur Templemore, et de pouvoir vous rendre service. Je lis souvent vos articles dans le Times. Et c'est un journaliste par-dessus le marché. Ah, bonjour, docteur. C'est rare de vous voir si tôt levé. Oui, bonjour. Alors, qu'est-ce qui se passe? On vous a cambriolé? Cambriolé, mon œil. C'est un infanticide, inspecteur. Cet homme a tué son enfant. Oh, infanticide, docteur. Vous en êtes certain? Tué comme un chien. Strychnine. Mais c'est possible. Vraiment, monsieur Templemore, je ne sais si je... Oh là 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 là, quelle histoire. Allons, inspecteur, remettez-vous. Oui, mais enfin, dans ce cas, puis-je voir la victime? Mais bien sûr, inspecteur. Ah. Mais vous êtes sûr qu'il est mort tout à fait? Bon. L'enfant est à vous? C'est mon fils, inspecteur. Votre femme est là-haut? Je ne suis pas marié. Alors c'est un enfant de... Oui, c'est un enfant... Tout ce qu'il y a de naturel. Oui. Enfin, d'une certaine façon. Et où est la mère? Au zoo. Pardon? La mère est au jardin zoologique. Elle est employée là-bas. Non, elle est pensionnaire. Est-il? Quartier des grands anthropoïdes. Section du Paranthropus erectus. Cage numéro 9. Vous la trouverez là. Si le docteur veut bien examiner l'enfant d'un peu plus près, il relèvera sûrement quelques anomalies remarquables. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a, docteur? Vous partez? Ce n'est pas un garçon, c'est un singe. En êtes-vous sûr, docteur? Comment, si j'en suis sûr? Inspecteur, nous sommes les jouets d'une stupide mystification. Ce dernier journaliste nous a tiré du lit à 3 heures du matin pour se foutre de nous. Vous ferez ce que vous voudrez, mais moi je vais me recoucher. Bonsoir. Permettez, docteur, une minute. Veuillez lire ceci, inspecteur. Je, sous-signé Dr. Williams, du Collège Royal de Gynécologie, déclare avoir ce jour à 4h30 délivré d'un enfant mâle en bonne intégrité physique une femelle pithécoïde de l'espèce Paranthropus erectus, expérimentalement inséminée par mes soins, ainsi que 6 autres femelles au Muséum d'Histoire Naturelle de Sydney, Australie, des œuvres de Monsieur Douglas Templemore, journaliste, reporter à la BBC, habitant présentement au Sunset Cottage, Guildford, Surrey, Grande-Bretagne. Quoi? Oh! Jamais entendu parler d'une pareille histoire. Mais qu'est-ce que c'est que cette Paranthropus? Les opinions sont partagées. Quelles opinions? Sur quoi partager? Celle des anthropologues sur l'espèce à laquelle appartient le Paranthropus. C'est une espèce intermédiaire. Homme ou singe. Il ressemble aux deux. Aux gorilles, aux orang-outans, mais aussi à vous et à moi. De sorte qu'il se pourrait très bien que la mère soit une femme, après tout. À vous, mon cher inspecteur, de faire la preuve du contraire. Si vous pouvez. En attendant, son enfant est mon fils. Devant Dieu, je l'ai fait baptiser. Et devant la loi. Et je l'ai tué. C'est quand même un singe, il est quadrumane. N'est-ce pas conclure un peu vite? Il n'existe pas d'homme quadrumane. Dites que l'on n'en connaissait pas, jusqu'à présent. Mais supposez par exemple qu'un accident de chemin de fer... Tenez... Venez, docteur, venez, je vous en prie. Recouvrons-lui les jambes. Là. Un petit mort au pied coupé.
Seriez-vous aussi catégorique? Il a les bras trop longs. Mais le visage... Les oreilles sont plantées trop haut. Mais supposez que dans quelques années, on ait pu lui apprendre à lire, à écrire, à Monsieur compter. Templemore, qu'est-ce que vous attendez de nous exactement? Que vous fassiez votre métier, inspecteur, que vous m'arrêtiez. Alors ça... Cela vous soulagerait-il de prendre l'avis de vos supérieurs? Oh oui. Oui, si vous le permettez, monsieur, je... Allô? Scotland Yard. Ici l'inspecteur. À vous de jouer, Frances chérie. À moi? À peu de crime, il convient d'ajouter un peu d'amour. Ceci vous revient. Mais je ne suis pas journaliste ni reporter. Mais n'êtes-vous pas amoureuse? Du moins me le suis-je laissé dire. Sérieusement, darling. Sérieusement, vous écrirez la scène de notre rencontre. N'écrivez-vous pas de délicieuses nouvelles? N'est-ce pas ainsi de surcroît que vous me séduisîtes? J'ai cru jusqu'à ce jour que vous aviez eu le coup de foudre en m'apercevant dans Regent's Park. Ah, une apparition. Le soleil n'avait pas encore chassé la brume. Votre silhouette penchée au-dessus des jonquilles, vos cheveux blonds qui dansaient lentement autour de votre tête. Et vous m'avez souri. Non, Douglas. Vous ne m'avez pas souri? Si, mais pas comme vous l'avez supposé par coquetterie. Vous étiez superbe. J'ai souri parce que votre tête éclipsait le soleil. À contre-jour, j'avais devant moi un visage noir entouré de flammes cuivre, avivé par le vent. Mais c'est bien parce que nous avons découvert que nous écrivions tous les deux. J'en conviens. Alors de quel intérêt vais-je être pour votre auditeur moyen? Frances chérie, de quel intérêt? Mais sans vous, je n'aurais pas osé me battre jusqu'à risquer mon honneur. Votre vie, Douglas, votre vie. Mais vous exagérez, vous embellissez mon apport. Je puis vous affirmer que tout au long de cette histoire, vous en êtes toujours, volontairement ou non, l'élément moteur. Ainsi, c'est par un bienheureux stupide accès de vanité que je suis parti chasser la mandibule. De vanité? Je puis bien vous le confesser aujourd'hui, Francie. Mais après l'éblouissement de Regent's Park, nous nous sommes revus chaque jour presque. Eh bien, rien ne m'effrayait autant que la hantise d'un trou dans ma conversation. Pourtant. N'est-ce pas? C'est bien la vérité quand même. Aussi quand j'eus lâché, histoire de ne pas laisser tomber cette damnée conversation, vous savez que Kurt Belgrim m'offre de partir avec lui? Ce n'était pas vrai? Par exemple, ce cher monsieur Kurt Belgrim... Pardon? Oui, j'attends le tramway. Oh, bien vrai, Douglas. Que je suis heureux de vous rencontrer il y a si longtemps. Oh, oui, longtemps, très. Comment va votre père? Mon père? Oui. Eh bien, juste avant de mourir, il allait très bien. Il est... Oh, c'est vrai, pardon, je vous prie de me pardonner. Mais c'est sans gravité, cher monsieur Grimm. Je sais que vous l'aimiez comme un frère. Oui, c'est vrai. Et comment va votre protégée? J'ai une protégée. Eh oui, votre nièce, la jolie Sibylle. Ah. Elle a fini ses études? Elle est au lit. Rougeole, oui. Eh bien fait. Ah bon? Chacun son tour. Je l'avais vue à 13 ans, elle s'était moquée de moi. Il faut lui pardonner, n'est-ce pas? Je vais essayer. Dites-lui bien le bonjour de la part de Doug et que j'espère qu'elle ne sera pas défigurée au point de ne pouvoir se marier. Merci. Mais elle est déjà mariée, vous. Ah bon? Oui. Ah, c'est possible, après tout, nous avons le même âge. Et quel est ce malheureux qui va attraper la rougeole? Je le connais? Si vous le... peut-être, c'est moi. Le malheureux, c'est moi. C'est oui. Vraiment, je suis désolé. Du tout. Non, ça me réconforte, je ne suis pas le seul à gaffer. Et puis c'est la réaction habituelle, n'est-ce pas? J'ai 58 ans. Félicitations. Merci. Voilà votre tram. Ne le ratez pas, cher monsieur Grimm. J'espère que Sibylle, que madame, votre épouse, sera vite rétablie. Je l'espère, parce que notre départ est avancé, vous savez. Oui, pour la Nouvelle-Guinée.
Puisqu'on on a trouvé là-bas... Pardon, sir, montez-vous dans ce tramway? Non, on a trouvé là-bas un mandibule de singe. Oui, madame, il y monte. Mi-singe, mi-homme, vous voyez, avec 3 molaires. Ah, oui, c'est passionnant. Ça vous intéresse? Oh, c'est merveilleux. Nous avons besoin d'un journaliste. J'ai été obligé de monter avant vous, sir. Je suis désolé. Mais oui, Le tram démarre, cher monsieur. Et la BBC nous demande. Mais venez donc nous voir, Doug. Je compte sur vous, hein. À bientôt. Promis. Eh bien, vous ne m'aviez pas menti. Un peu, si. Grimm m'avait dit ça en l'air. Si je n'y avais pas donné suite, jamais il ne m'aurait relancé. J'ai plastronné sottement pour dire quelque chose de flatteur. Et moi, pourquoi me suis-je écrié, mais c'est merveilleux. Vous ne pouvez pas laisser échapper une occasion pareille. Et pourquoi me suis-je précipité pour trouver le numéro de téléphone de Grimm? Vous m'avez surtout dit, vous devez changer d'air. Il y a déjà trop longtemps que vous êtes à Londres. Je ne vous fais aucun reproche, Frances. Cela va sans dire. Tout à l'heure, vous vous accusiez de vanité. Puisque nous en sommes aux confessions, moi j'étais jalouse. Jalouse et amoureuse. Oh, chérie. On continue d'écouter votre émission. Vous voulez? Mais, pardonnez-moi d'insister, Frances. Je ne comprends pas. C'est-à-dire si... Amoureuse, je comprends, mais jalouse... Des amis m'avaient assuré que vous aviez eu le cœur brisé par le mariage de Sibylle. Le cœur brisé? Nous poursuivons l'écoute. J'imaginais un journaliste, le stylo et le bloc-notes à la main. Mais je m'aperçois que je date. Ça ne vous gêne pas que j'enregistre Pas le moins du monde. Mais que diable allez-vous enregistrer? Nous sommes seuls sur ce pont. Eh bien, parlez-moi de l'expédition, de ses membres. Est-ce que vous savez au moins ce que nous allons chercher? Pardon? Mais bien sûr. J'ai le mot là. Une mandibule, non? Avec 3 dents. Vous êtes mignon à croquer, Doug. Eh bien non. Votre mandibule, Krebs l'a déjà rapporté. Krebs? Le géologue allemand. Ah, le rhinocéros, non? Oui. Mais si après 15 jours de traversée, vous ne savez pas encore qui est qui, moi, vous connaissez? En tout, vous êtes 4 scientifiques et je ne peux jamais vous parler. Alors, d'ailleurs, personne ne me parle. Heureusement qu'à Sydney, je trouverai des kangourous. Pauvre petit orphelin. Vous manquez déjà d'affection. Mais j'y pense. Regardez-moi, Douglas. Ce reportage en Nouvelle-Guinée, ce n'est pas une fuite. Une jolie blonde vous aurait-elle brisé le cœur? Oui, ça sera peut-être coupé au montage. Plus loin, nous retrouvons le sujet. Là, ça redevient intéressant. Ça n'avait pas cessé de l'être. Vous allez donc essayer de retrouver le squelette. Le crâne, tout au moins. Oui, le squelette, qui possédait cette fameuse mandibule. Si nous mettons la main dessus, nous aurons peut-être découvert le missing link. Vous savez ce que c'est? Oui, enfin, à peu près. Le chaînon manquant. Entre quoi et quoi, manquant? Eh bien, dans la chaîne de l'évolution, non? Le dernier chaînon entre le singe et l'homme. C'est-à-dire? Eh bien, c'est comme si Krebs avait trouvé une dent de singe sur une mandibule d'homme, ou quelque chose du même tabac, non? Si, en effet. À peu près. Vous voyez, je ne suis pas complètement idiot. Je n'ai jamais dit cela. Hello les amoureux! Excusez-moi, mais je m'arrête pas, je vais dire ma messe. Ah, voilà le plus sympathique de la bande. À part votre mari, bien sûr. Qu'est-ce qui vous fait rire autant? Auriez-vous perdu votre sens de l'humour? Je ne vois pas ce qu'il y a d'hilarant à ce qu'un prêtre dise sa messe. Il est prêtre? Pop est prêtre? Oh, le père Pop est prêtre. Mais il fume la pipe et il mange 2 fois plus que ce colosse de Krebs. Il est bénédictin, papiste et irlandais. Ah bon. Mais dites-moi, entre nous, mais alors, tout à fait entre nous, il ne serait pas aussi un peu anthropologue? Et encore une fois, tout à fait entre nous. Bien sûr. Ah, je me disais aussi... Il est même pis que cela. Non. Quoi donc? Orthogéniste. Orthogéniste enragé. Orthogéniste. Écoutez, Sibylle, vous et votre mari avez souhaité que la BBC vous délègue le plus brillant de ses journalistes. Alors,
Le père Dilligan croit que l'évolution a un but, une direction en tout cas, que les mutations ne se font pas par hasard, par sélection naturelle, par nécessité, mais qu'elles sont provoquées, dirigées, qu'elles obéissent à une volonté de perfectionnement. Ne vous fâchez pas. Je ne me fâche pas. Pop croit qu'il y a un plan dans la nature, un architecte, un bon Dieu, quoi, qui sait tout, qui prévoit tout, qui règle tout. Ce n'est pas un crime. Non, c'est une ineptie. Autant croire au Père Noël. Qu'est-ce que vous êtes, vous? Oh, et puis zut. Si vous n'êtes pas orthogéniste. Rien. Si, je suis disponible. Je pense que l'orthogénèse est une mystique et que Darwin a raison. La sélection naturelle a un rôle majeur. Je pense aussi qu'elle n'est pas seule, que l'évolution est le produit de facteurs complexes, internes et externes, d'interactions. Et les facteurs externes, c'est le climat, la nourriture, les autres animaux. Oui. Et la sélection, c'est que subsistent et prospèrent les formes de vie les plus adaptables à ces facteurs, tandis que les moins adaptables disparaissent. C'est à peu près cela. Et les facteurs internes? Ce sont les forces de transformation, une sorte de volonté de l'espèce de durer, de se corriger. Pour se rapprocher peu à peu d'un idéal, d'un prototype idéal. Disons oui. Et vous croyez aux deux à la fois? Oui. Et à des tas encore d'autres causes, moins explicables. Et par exemple? Je ne peux pas les expliquer puisqu'elles ne sont pas explicables. Divines? Mais non, pas du tout. Hors d'atteinte pour l'intelligence humaine, rien de plus. Et vous y croyez sans les comprendre? Je pense qu'elles existent, c'est tout. Ce n'est pas très différent de croire au Père Noël. Vous aviez raison tout à l'heure. Vous n'êtes pas complètement idiot. Il me semble qu'il y a quelque part une confusion. S'il n'y en avait qu'une... Je ne sais pas si une mandibule expliquera jamais ce que vous nommez une sorte de volonté de l'espèce pour durer et se corriger. L'âme, c'est ça. Tiens, mon petit Doug, seriez-vous dévot? Je suis aussi mécréant que vous, Sibylle, vous le savez bien. De quoi parlez-vous alors? Eh bien, si vous voulez, du fait que... qu'il a fallu au moins inventer un mot comme celui-là, l'âme. Même si l'on n'y croit pas, il faut bien reconnaître que puisqu'il a fallu l'inventer, et l'inventer pour l'homme, justement, pour le distinguer de l'animal, précisément, c'est donc qu'il y a chez l'homme, dans sa façon d'agir, quelque chose... oui, quelque chose... Eh bien, les enfants, on ne va pas se coucher? Vous ne voudriez pas? C'est vrai, la nuit est si belle. Ah, so. Alors, je vais vous déclamer une très jolie poésie de Hofmannsthal, très finement traduite d'ailleurs, par moi. La tante aimée me dit, va, tu ne m'as rien juré. Les hommes sont faits pour être libres. Va-t'en les routes, mon ami. Mais si ma bouche t'est plus douce, eh bien, alors, reviens-moi. Bravo, Krebs. Mais vous faites pleurer notre journaliste. Oh, pleurer. J'ai un moucheron dans l'œil. Lettre reçue par moi, Frances Doran, 8 semaines environ après le départ de l'expédition. Je ne supposais pas, ma chère Frances, que je pourrais vous donner des nouvelles aussi vite. Nous sommes à 700 milles de tout lieu habité, de toute civilisation en tout cas. Il n'y a pas de courrier possible. Du moins, il n'y en avait pas jusqu'à ce jour. Mais tout a été bouleversé par une découverte de Krebs que je vais tenter, je ne promets rien, de vous expliquer. Pour vous en faciliter quelque peu la compréhension, je vous envoie par ce même courrier le 10 millionième moustique écrasé sur ma malheureuse peau. On ne peut pas vraiment comprendre l'anthropologie sans les gros boutons qu'il laisse. J'en suis de plus en plus persuadée, chère Frances. Je ne suis encore que chère Frances. Nous sommes scandaleusement ignares. Savez-vous mieux que vaguement ou par ouï dire ce qu'est le pithécanthrope et l'australopithèque, le synanthrope, l'homme de Néandertal? Notre absence de curiosité me fait honte concernant nos origines.
Voici que je suis passionnée, figurez-vous. Et par chance, Sibylle est avec moi d'une patience d'ange. Pas toujours d'ailleurs. Donc voici ce qu'il nous faut savoir. À l'origine des hommes et des singes, on le sait désormais de façon à peu près sûre, il y a une souche unique. Celle-ci a buissonné, c'est-à-dire qu'elle a subi des formes variées d'évolution qui ont donné naissance à des rameaux divergents. Au bout de ces rameaux se trouvent actuellement, d'une part, toutes les familles de singes, d'autre part, toutes les races d'hommes. Ainsi, l'homme ne descend pas du singe, mais le singe et l'homme descendent chacun de son côté de la même souche originelle. Toutefois, dans ce buissonnement, nombreuses furent les formes qui ont prospéré quelque temps et puis ont disparu. Et c'est le cas pour différentes espèces de singes, c'est le cas aussi pour des animaux quasi-humains dont les crânes fossiles trouvés sont plus développés que ceux des grands singes actuels et moins développés que ceux des hommes les plus primitifs. Ils sont à mi-chemin. Parmi les anthropologues, les uns, comme Grimm et Sibylle, pensent que ces animaux sont nos ancêtres directs. D'autres, dont le père Dilligan, pensent qu'ils étaient l'aboutissement d'un rameau distinct et éteint. Je viens d'écrire « pense ». J'aurais dû l'écrire au passé, parce que depuis quelques jours, personne n'ose plus rien penser du tout. Frances, ma chérie, combien je sens brusquement votre éloignement. C'est de ne pas pouvoir vous demander comme je l'ai fait si souvent. Je ne vous ennuie pas? Ma chérie, je peux continuer? Vous êtes un rapide. C'est ce que vous m'avez fait enregistrer avant-hier. Et vous ne reconnaissez pas votre voix? Hélas. Mais vous ferez dire ce texte par une actrice professionnelle, j'espère. Krebs a découvert dans un éboulis volcanique vieux de milliers de siècles un morceau de crâne qu'il a rapporté. D'après lui, c'était un crâne intermédiaire entre celui du Sinanthrope, un des singes fossiles les plus proches de l'homme, et celui du Néandertal, l'homme fossile le plus proche du singe. Comme ce crâne était enfoui dans un terrain très ancien, et comme il était tout couvert de sédiments, il le croyait fossile. De sorte qu'il n'a pas beaucoup mieux compris que moi ce qui se passait lorsque le vieux Grimm s'est mis à lui crier plaisanterie et l'agonir d'injures. Puis, tout d'un coup, nous avons vu Pop sauter en l'air, comme le fait une fillette avec sa corde, et tourner autour de Sibylle qui tenait le crâne dans ses mains. Et puis Krebs a sorti son canif, a gratté le crâne, et j'ai entendu la plus belle collection de jurons allemands que l'on puisse rêver dans toute une vie. C'est que ce crâne, Frances, ce crâne n'était pas du tout fossile. Pop s'est écrié « Les cailloux !» J'ai compris tout de suite. Il a bondi à travers le camp et ramassé les pierres que les singes l'avant-veille nous avaient lancées. Il voulait voir si elles étaient taillées. Eh bien, les pierres étaient taillées, Frances. Elles étaient même taillées avec un soin et un art singulier. C'était ce que les spécialistes nomment des coups de poing. Remarquez que cette découverte n'était pas absolument contraire à ce qu'on soupçonnait déjà. En effet, autour des restes du Sinanthrope disparus depuis 1 million d'années, on trouve aussi des pierres taillées et des traces de feu. C'est la preuve pour les uns que le singe à ce degré d'intelligence était capable d'inventer le feu et de fabriquer des outils. Pour les autres, des hommes vivaient déjà à cette époque qui tuèrent le Sinanthrope avec des pierres pour le rôtir. Eh bien, Frances, ce sont les premiers qui ont raison. Nous avons trouvé le missing link. Et ce chaînon manquant est vivant. Vivant! La question reste en l'air de savoir comment nommer notre chaînon. Homme ou singe? Au vrai, je crains d'être le seul à en être vraiment préoccupé. Sibylle trouve cela sans importance et imite son mari et Krebs. Entre eux, ils parlent de tropie, contraction commode de anthrope et de pithèque. Je parle moi aussi des tropies, mais dans mon esprit, c'est en attendant.
dérange, Douglas? Vous travaillez? Non, Pop. Oui, je travaille au journal de bord de l'expédition, mais vous ne me dérangez pas. Quelque chose qui ne va pas? Non, pourquoi? Tout va pour le mieux au sein de notre petite expédition. Le géologue et les anthropologues. Que demander de plus? Qui pourrait demander plus? Les malheureux tropiques. Me permettez-vous de vous lire la lettre reçue au dernier courrier? Je vous en prie. Quelle joie de pouvoir vous écrire à mon tour. Vous ne m'avez pas raconté par quel miracle vos lettres me parviennent du fond de votre désert, ni comment les miennes franchiront vos montagnes ou votre forêt vierge. Ah, voilà. Quelle aventure, mon petit Doug. Quelle aventure. Vous êtes fiancé. Pardon? Ce n'est pas votre fiancé qui vous parle ainsi? Ah, peut-être, si, peut-être. Vous m'avez communiqué le feu de la passion. Ah, vous voyez bien. J'ai immédiatement acheté tout ce qui a paru en Angleterre sur les grands singes et les hommes fossiles. J'y suis déjà plongé. J'ai quelque mal à me familiariser avec tout ce jargon technique, mais je m'y habitue peu à peu. Est-ce parce que je vous aime, Doug? Ah, vous devez avoir raison, Pop. Il doit y avoir de fortes chances pour qu'il s'agisse de ma fiancée. Je suis comme vous, l'existence de vos tropies me plonge dans un vrai malaise. Je n'arrive pas encore à savoir exactement pourquoi. Peut-être est-ce la survivance des anciennes croyances dans lesquelles on m'a élevé, si je me prends parfois à me dire qu'il faut absolument savoir si vos tropies ont une âme ou s'ils n'en ont pas. Après tout, le plus mécréant d'entre nous ne peut tout à fait rejeter l'idée que l'homme a reçu seul une étincelle divine. Oui, n'est-ce pas de là que vient notre malaise? Si l'homme est tout doucement venu de l'animal, à quel moment a-t-il reçu cette étincelle? Avant d'être tropie ou après? Ou pendant? N'est-ce pas toute la question, Doug, en définitive? Est-ce que vos tropies ont une âme? Qu'en pense le père Dilligan? Ce que j'en pense. Si vous n'épousez pas cette personne, c'est moi qui le ferai. Elle a fichtrement raison, Douglas. Il y a des moments où la science me dégoûte. Je pense même que nous méritons d'être damnés. Qui, nous? Les hommes de science? Mais non. Nous, hommes de foi et de dévotion, nous manquons d'imagination à un point vraiment damnable. Une aventure comme celle qui nous arrive ouvre des perspectives terrifiantes. Que doit-on faire de nos malheureux tropies? Faut-il les abandonner dans l'innocence? Mais s'y trouvent-ils seulement? S'ils sont hommes, ils sont pécheurs, et ils n'ont point reçu le sacrement. Alors vous croyez que cela me laisse tranquille? Commençons déjà à les parquer dans des réserves. Quel bonheur aurais-je à la droite de Dieu, si j'y suis jamais, sachant que par millions des âmes moins fortunées souffriront sur terre, et à leur mort, iront endurer éternellement le soufre et le feu. Oh, vous exagérez, Père Dilligan, ces tropies restent avec nous parce qu'ils le veulent bien. Est-ce une raison pour les laisser vivre et mourir sans baptême? L'enfer ne leur sera pas plus doux pour autant. Non. La question me regarde moi, me concerne moi. Je m'arrange de leur damnation ou bien je... Vous ne pensez pas à les baptiser, tout de même? Je ne sais pas. Je ne sais vraiment pas, ils en crèvent. Oh, vous êtes là? Douglas, vous n'avez pas vu? Ah, Pop, j'ai établi le contact radio avec Sydney. Ils vont nous envoyer du renfort. À Bornéo, eux, les ânes du muséum n'ont pas vu l'importance de nos tropies. Cher docteur Grimm, avez-vous demandé de la main-d'œuvre? Mes porteurs papous ne peuvent pas tout faire. Nous allons recevoir un hélicoptère, un médecin, un chirurgien anatomiste, 2 cinéastes, un biochimiste et son caisson laboratoire, la télévision, 3 tonnes de grillage. Mais qui va planter les poteaux et accrocher le grillage? Mes papous ne peuvent... Les tropies. Hein? Mais parfaitement, les tropies. Ils ont l'air tout aussi habiles que nous. Plus que moi, en tout cas. Plusieurs se servent de mon marteau pour tailler leurs coups de poing. C'est un spectacle fascinant. Il ne vous reste plus qu'à les envoyer à Oxford. C'est fait, parfaitement, suivez-moi. Pop, je vous offre une pipe en or si vous êtes parvenu en si peu de temps à les faire parler comme à Oxford. Parce que, en soi, un singe qui parle, qui écrit ou qui fume, ou je ne sais quoi encore, ça n'a rien d'étonnant. L'orang-outan de Furnos faisait de la peinture, paraît-il. Je me suis laissé dire qu'aux colonies, les chimpanzés faisaient couramment partie de la domesticité. Vraiment, Pop? Ah, oui, absolument. Silence, s'il vous plaît. Bonjour, Fred. Oh, il ressemble à mon oncle, c'est incroyable. Si je croyais en la métempsychose. Tu veux quoi? Zic. Oh,
Je ne sais si c'est à cause de mon sobriété, mais il raffole de la cacophonie qui sort de mon transistor. Vous n'avez pas compris, musique pop. C'est très drôle. Mais il tape en mesure. Fred! Fin! Fred veut manger quoi? Du jambon. Il parle anglais. Oh, tiens, Fred, crayon papier. Fred veut manger quoi? Ham. Oh, bravo, Pop! Alors, Crêpes, ma pipe en or. Vous l'aurez, à une condition. Vous n'êtes pas bon joueur, Crêpes. Laissez, laquelle? Vous aurez votre pipe quand vous aurez donné le jambon à tonton Fred. Oh mon Dieu, c'est vrai, j'oubliais. J'ai bien fait d'en commander 2 tonnes à Sydney. Tonton Fred, il a déjà compris ce que l'ami Pop allait chercher. Tout de même, si les tropiques savent faire le feu, cuire leurs aliments, ce sont des hommes. Attention, ils ne cuisent pas vraiment leur viande. Surtout pas les tropiques apprivoisés. Les autres, ils la fument, ça, oui. Je ne demande pas mieux, moi, qu'ils soient des hommes. Je ne suis pas égoïste. Mais je n'ai jamais entendu parler d'hommes battant le silex avec ses pieds. Nos ancêtres... Quadruman, nos ancêtres, la BBC va perdre ses derniers auditeurs. Ah, le bon jambon. Ham. Jambon. Dis donc, c'est une véritable partie de rugby. Mais voulez-vous, c'est à Fred. Il y en aura pour tout le monde. Crève. Quand ils chassent leur gibier, ils le mangent comment? Ceux-là, ils ne chassent plus. Ils se laissent vivre. Ils font même plus de feu. Ils engloutissent tout cuit ou cru. Et les autres? Fumer. Toujours. C'est meilleur. Et observer au lieu de papoter. Non, mais c'est bien vrai, Crêpe. Se fumer, c'est bien meilleur, je veux dire. Oh, ça alors! Ils se moquent de vous! Bien fait! Mais vraiment, ils sont vraiment doués, ces tropiques. Vraiment. Tous les singes se fendent de la pêche. Nous sommes là, Sibylle! Ici! Oui. Que vous arrive-t-il? Viens, ma chérie. Viens, mais qu'est-ce qu'il y a? Les autres, ils viennent nous attaquer. Mais pourquoi? Qu'est-ce que vous leur avez fait? Vous êtes disputés? Nous avons eu des mots. Ah, mais Sibylle, ma chérie, étant attaquée? Sans doute le père d'Illigan me donnera-t-il tort d'avoir contrarié un rut. J'espère que mon micro à chef ne va pas me trahir. Ce serait dommage. Un reportage en direct. L'attaque de l'expédition Cuthbert Grimm par leurs ancêtres tropis. Ah, je plaisante, mais je ne suis rassuré qu'à moitié. Ils sont une trentaine. Ils s'arrêtent à 100 mètres. L'un d'eux continue seul. Le plus vieux de la bande, peut-être? Le chef? Ils tiennent tous leur fameux coup de poing dans la main droite. Le vieux est dans le camp à présent. Sans hâte, il déambule lentement entre les tentes avec l'allure flâneuse, un peu distante d'un visiteur à l'expo. Hein, il a l'air surpris par le linge qui sèche. Par le moteur du groupe électrogène. Il s'approche de la tente du père d'Illigan. Un miroir est pendu. Il s'y regarde. Au fait, il le regarde tout court, peut-être. Il n'y a plus qu'à 15 mètres. Il s'approche de la tente de Sibylle. Je vais lui parler. Oh, incroyable, père d'Illigan. Personne n'a eu l'idée de s'étonner du propos. Encore moins de sourire. Barigli, gros, l'air gras. Ah, le vieux Tropi a vivement tourné sa tête vers Pop, sans sursauter. Mon Dieu. Le Tropi change lentement son coup de poing de main et s'en frotte lentement, très lentement, la poitrine. Comment dire? Son geste a quelque chose d'apaisant, de pacifique. Mais là-bas, qu'est-ce que... Là-bas où est restée la trentaine de Tropies. Mais qu'est-ce qu'il leur prend? Ce sont mes papous qui les encerclent. Mais ils ont leurs fusils. Arrêtez-les, les crêpes, les bordels d'enfer, arrêtez-les. Mais il ne faut pas qu'ils se battent, il ne faut... Ne vous laissez pas toucher. Le vieux chef a rejoint son clan. Et en effet, tous les Tropies semblent prêts à en découdre avec les papous. Oh, c'est dommage. Je viens.
soir, les membres de l'expédition sont réunis autour d'un feu bien utile contre les moustiques. Nous sommes heureux d'y accueillir Williams, médecin. Oh, disons Willy. Médecin quand même, auprès du Muséum de Sydney. Et Théo, vous permettez? Et Théo, chirurgien. Leurs conclusions sont capitales pour nous. Dans ce cas, je crains fort que vous soyez déçus parce que... Mais, si vous le permettez, je vais inverser le processus. Pour vous, à ce jour, que sont les tropies? Eh bien, réponds. Moi? Oui, toi, tu es le chef de l'expédition, non? Ah oui, Enfin quoi, Sydney nous envoie des collaborateurs. Ils ont le droit de savoir où nous en sommes. Pardonnez-moi, Mrs. Grimm, il ne s'agit pas de droit. Simplement, si je puis dire, nous sommes perplexes. Ni moi comme médecin, ni Théo comme chirurgien, ne pouvons nous prononcer. Singe ou homme? C'est vrai, j'étais là, j'ai assisté aux dissections. Et vous, Krebs, vous êtes géologue, que pouvez-vous infirmer ou confirmer? Certains os, comme la mâchoire, ont la caractéristique des grands singes, mais la cervelle... Oui, c'est très troublant. Ah bon? Elle présente la plupart des circonvolutions du cerveau humain. Tout de même, enfin, des êtres capables de tout ce que nous les voyons faire sont sûrement des hommes. Que savent-ils faire? Faire ce qu'ils ils enterrent leurs morts. Vous exagérez, Grimm. Non, parce que moi j'exagère. Non, ça n'est pas une nécropole, c'est trou avec les squelettes complets. Et il faut bien qu'ils foutent leurs morts quelque part. Qu'ils foutent leurs Et puis morts. regardez-les courir. Ils s'appuient sur le dos des doigts comme les chimpanzés. Oui. Leur corps est couvert de poils. Oui, les femmes tropies, hein? Vous les avez regardées, les femmes, hein? Leur poitrine ferme, galbée, Mon cher Grimm, nous savons tous combien vous êtes sensible à la grâce juvénile. La question n'est bien avec vous, Krebs, c'est que vous êtes aussi mufle avec les hommes qu'avec les singes. Mais je trouve Sibylle charmante. Ça vous laisse indifférent que nos tropies soient ou non damnées? Voyons, Bob, à quoi rime votre tourment? Même si les tropies sont des hommes, comment les baptiser sans leur consentement? S'il fallait attendre le consentement des gens pour les baptiser... Eh bien, alors, baptisez-les! Qu'est-ce que vous risquez? Et le vieux Saint-Maël, dont la vue était basse, ayant pris une tribu de pingouins pour de pacifiques sauvages, les baptisa un continent. Ce que mit le ciel dans un embarras bien grand. Comment recevoir à la droite de Dieu des âmes de pingouins? Un concile d'archanges décida que la seule façon de s'en sortir était de les changer en hommes. Ce qui fut fait. Sur quoi tous ces pingouins cessèrent de pécher dans l'innocence et furent bel et bien damnés. Alors ne les baptisez pas. Et si ce sont des hommes? Mais ce n'est pas une raison pour vous mettre dans cet état. Oui, le feu n'est pas dans la demeure. Mais c'est ça. Tous ces braves tropies peuvent bien se passer de baptême encore quelques mois. Je ne vous comprends pas, les scientifiques. L'angoisse du père Billigan devrait être la vôtre. Être au cœur de vos recherches. La seule, même. Parce que vous pensez en journaliste, mon petit vieux. Avec la déformation des gros titres. Les tropies sont-ils des hommes? Non seulement cette question n'a pas de sens, mais elle entraverait nos travaux. Si nous voulons prouver quoi que ce soit, nous sommes foutus. Parfait. On n'entend plus rien, ça repose. Oh, bizarre, je vais voir. Sibylle, supposez que demain, ils me prennent envie de chasser et d'utiliser les tropies comme gibier. Me laisserez-vous faire? Vous êtes idiot, Douglas. Vous n'avez pas plus le droit de les oxyre que des chimpanzés ou des ornithorynques. La loi protège toutes les espèces en voie de disparition. Si j'étais vous, je ne serais pas fier de cette réponse-là. Je vais donc vous poser la question autrement. Si nous nous trouvions affamés, sans vivre, mangeriez-vous du tropie sans remords? Douglas, vous êtes ignoble. Ah, alors, Pop, vous êtes rassuré? Qu'est-ce qu'ils faisaient, vos papous? Dodo? Ah, mon Dieu, ils les font rôtir. Quoi? Qui? Pas nos gentils tropies, tout de même. Si, à la margarine. Quelques semaines plus tard, Frances Doran reçoit... Je travaillais à ma longue nouvelle, Les Chevaux du Temps. Ah oui? Frances reçoit un télégramme signé Douglas. C'était sinon tout à fait imprévu, du moins tellement impromptu, que ma joie était sans force. Je m'interroge, je m'alarme, je ne pense pas distinctement il est en danger, non, mais
J'en ressens, disons, de la crainte. Pauvre chérie. Que répondre? Allô? Oui, un télégramme pour Sydney, Australie. Poste restante, Douglas Templemore. Of course, Frances. Et je me suis mise à tourner et à retourner dans ma tête un nombre inépuisable d'hypothèses, sauf celle que vous m'exposerez dans la lettre reçue 6 jours plus tard. Frances chérie, je lis. Vous avez donc reçu mon télégramme et depuis ce matin, je me gorge le cœur de votre réponse. Mais si je crois, si je suis sûr que vous avez deviné que je ne vous offre point le bonheur, mais les preuves, je me demande si vous devinez à quel point. Par où commencer? Je suis bien embarrassé. Et puis non, Frances, ce n'est pas difficile. Je fais semblant d'hésiter. C'est qu'il me faut commencer par un aveu pénible et humiliant. Frances, au cours de ces longs mois dans le désert, je vous ai été infidèle. Sibylle, oui. Est-ce une circonstance atténuante d'ajouter que le cœur n'y fut pas mêlé? Cela vous semble indispensable à porter à la connaissance de votre auditeur moyen? Non, bien sûr. Mais je vous ai déjà dit que ce n'était qu'un brouillon. Ah, tant mieux, darling, tant mieux. Je continue. Je connais Sibylle depuis l'enfance, étrange fillette, étrange femme, immorale, amorale, ce n'est pas cela. À 16 ans, elle a pris un amant de 30 qu'elle a transformé et rejeté quand elle en eut découvert les limites. Son mariage avec le vieux Cuthbert Grimm a fait scandale, mais elle n'en a tenu aucun compte. C'est cette femme-là qui est entrée calmement dans ma tente par une belle nuit étoilée, une nuit pareille aux autres, plutôt fraîche que chaude. Mon petit Doug, m'a-t-elle dit, ne pensez à rien. Il faut boire le vin simplement, Doug, quand vient la soif. Et elle a refermé sur moi avec un naturel de coquillage la chair tranquille d'un corps admirable. Je ne veux pas tenter ou implorer votre pitié. Car si tout cela, certes, était le plus dur à vous avouer, mon amour, le plus grave reste encore à dire. À Sydney, une fois notre trentaine de tropis, tropiettes et tropiaux logés au Muséum Royal, nous nous installons à l'hôtel Regina. J'écris à la dame de mes pensées et me prépare à mettre de l'ordre dans mes bobines et mes cassettes. Douglas Templemore, j'écoute. Le journaliste du Sydney Herald est dans l'ascenseur, monsieur Templemore. Ah, déjà? Merci. Qu'est-ce qu'elle peut bien me vouloir? Si elle espère une exclusivité, elle va être déçue. Je vous remercie de me recevoir sans délai. Oh, entre confrères. Asseyez-vous. Whisky? Non, merci. Moi non plus. Nous pourrons donc aborder tout de suite. Absolument. Vous avez quitté Londres depuis longtemps? 8 mois. Vous vouliez des renseignements récents? Écoutez, vous m'êtes sympathique. Si, j'ai le flair pour ça. Et ce que j'ai à vous proposer n'est ni malhonnête ni illégal. Alors, n'est-ce pas? Pourquoi ne pas jouer franc jeu? Vous me le demandez? Non, je me le demande. Alors tant mieux. Vous allez pouvoir vous répondre. Je savais qu'avec un confrère, ça serait plus facile. Et plus facile qu'avec. Qu'avec les anthropologues de votre expédition. Je suis certaine que vous comprendrez tout de suite les avantages, les énormes avantages que votre collaboration pourrait nous rapporter. Vous rapporter. Ah, collaboration. Voilà un mot que j'aime. N'est-ce pas? Je trouve que nous ne collaborons pas assez dans la vie. Mais avant de me dire avec qui et comment je pourrais collaborer, puis-je vous demander combien? Bravo! Votre prix sera le leur. Un pourcentage? Pourquoi pas? C'est le plus régulier. Pour les deux parties. Pour les deux collaborateurs. Vous êtes merveilleux, Douglas. Vous permettez que je vous appelle Douglas? Dougie. Appelez-moi donc Dougie. Mais vous-même? Marilyn. Marilyn. Ah, Marilyn. Écoutez,
Pourquoi ne pas jouer franc jeu? Ah, j'ai déjà entendu ça quelque part. Oui. Dites-moi, j'ai 2 amis. Ah, félicitations, Marilyn. Oh, soyez sérieux, Dougie. 2 collaborateurs, peut-être? Qu'ils montent. Vous, alors, vous. Quelques minutes plus tard, 2 messieurs très hommes d'affaires sont là. Nos noms ne vous diraient rien, aussi est-ce inutile de... Je ne vous les demande pas non plus. Parfait. D'ailleurs, même si vous les découvriez et que vous tentiez quoi que ce soit contre nous... Au cas où nous ne ferions pas affaire. Bien entendu. Donc, même si vous vouliez nous poursuivre, mon ami et moi sommes au-dessus de tout soupçon. Marilyn m'avait prévenu que ce serait franc jeu entre nous. Parfait. Alors voici ce qui nous amène. Monsieur Templemore, nous avons vu vos films sur les tropies. Peut-être faut-il mettre Monsieur Templemore au courant de la situation lainière de l'Australie et comment y recruter la main-d'œuvre. La main-d'œuvre recrutée? Quelle main-d'œuvre? Comment? Où? Mais précisément, elle est inexistante parce que l'immigration est très sévèrement restreinte, contrôlée. D'autre part, le standard de vie est élevé, d'où il s'ensuit que l'ouvrier, le manœuvre est rare et surpayé. Vous voyez tout de suite l'enchaînement fatal. Notre laine ne peut être tissée sur place, donc les tissus sont trop chers pour concurrencer l'Angleterre, d'où il s'ensuit que les filateurs et tisseurs anglais s'enrichissent avec notre bonne laine australienne. C'est immoral, Dougie, non? Nous avons vu vos films, Monsieur Templemore. Vos films sur les tropies. J'ai fait mes calculs. 30 ou 40 000 tropies avec un dressage approprié sous la conduite de spécialistes humains pourraient traiter les 2 tiers de la production de notre continent. Coût, leur nourriture et quelques soins. Nous battrions de 6 longueurs les filatures anglaises chez elles, en Grande-Bretagne, et peut-être même sur le marché américain. Les doigts dans le nez. L'animal tropie semble adulte à 10 ans. 1 millier de femelles pourrait en 4 ans produire le cheptel nécessaire, et dans 12-15 ans au plus, on pourrait tourner à plein rendement. Combien? Combien? De capitaux? Nous les trouverons, grâce au gouvernement et à mon ami ici présent, bien sûr. Mais mon cher, les éleveurs donneront tout l'argent que vous voudrez. Ah non. Ah non, je n'en veux pas. Je veux l'argent des banques. Pourquoi notre argent ne vaut-il pas... Voyons. Il faut mouiller le gouvernement et les banques. Mais pourquoi? Vous ne les avez pas bien regardés. Les éleveurs? Mais je ne connais qu'eux. Mais non, mon cher. Les tropies. Ils ressemblent un petit peu trop à de vrais hommes. Et quel rapport? Notre ami Van Cruyff. Eh bien. Notre ami est sentimental, homme d'affaires et sentimental. Ouais, moquez-vous, comme si les Anglais allaient rester insensibles, passifs, mais ma parole... Eh bien. Oui, j'ai compris. D'ailleurs, Monsieur Templemore me semble tout acquis, n'est-ce pas? Je disais donc, cher ami, que vous semblez avoir oublié ce que nos yeux ont vu. Les tropies savent construire des hangars. Hein? Vous l'avez bien vu sur les films de Monsieur Templemore. Il manie les charpentes métalliques, les choisissent, les assemble, les perce. Vous ne les avez pas vus rire en vissant les écrous? Vous en connaissez beaucoup des ouvriers qui rient en serrant des écrous et qui se contentent de quelques morceaux de jambon en fin de journée. Et attention, sans être fatigués. Mais vous pensez alors que les Anglais... On dirait que vous ne les connaissez pas, les Anglais. Mais ils nous mettront des bâtons dans les roues. Ils soulèveront le droit moral d'exploiter ou non ces animaux. Et ambigu et puis tout le Bataclan. Non, ça fait pas un pli, ça. Enfin, je ne vois quand même pas pourquoi les banques... Ah, Monsieur Templemore, mais mon ami est aveugle. Politicien, mais aveugle. Politicien et aveugle. Mais voyons... Cranette, il faut mouiller les banques jusqu'au cou. Si ensuite, dans un procès, le tribunal doit choisir entre le droit moral des tropies et l'écroulement du crédit des banques australiennes, le choix est fait d'avance, non? Assurément. Comment comptez-vous faire? Cela dépendra de vous et de vos amis au gouvernement. Il faut financer la construction immédiate des filatures et leur équipement, peu importe le montant des subventions. Cela doit simplement permettre aux banques d'investir les millions de livres nécessaires. Vous comprenez l'opération, hein? Il faudrait être fou ensuite pour laisser perdre tout cet argent. Quand les tropies y seront, ils y resteront. D'ailleurs, on n'attendra même pas qu'ils soient à Sydney pour leur établir un camp modèle avec dortoir, infirmerie, réfectoire, médecin zoologue et toute la lyre. Sans compter une vaste clinique expérimentale. Parce qu'il faudra développer chez les tropies leur capacité de travail. Et surtout,
hâter chez la femelle le rythme de la parturition. Cela doit s'obtenir par la sélection, je suppose. Hein. Vous êtes plus ou moins éleveur aussi, ça doit vous connaître. En effet, oui. Et je pense... Oui, comme éleveur, je pense qu'il faudrait aussi que nous songions à castrer les mâles. Parce que, contrairement à ce que vous supposez, cher ami, je ne suis pas aveugle. Oh, c'était une boutade. Monsieur Templemore l'a compris ainsi. Ne m'interrompez pas. Je disais donc que les films montrent parfaitement que les tropies ont un grave défaut. Leur humeur instable, leur agressivité. Et vous l'avez vu, ils se battent entre eux. Et j'ai même eu l'impression qu'ils étaient menaçants envers leurs moniteurs humains. Je suis sûr qu'il en sera d'eux comme de toutes les bêtes domestiques. La castration les rendra plus maniables, sans diminuer leur rendement. Au contraire. Mais voilà une idée en or, n'est-ce pas, monsieur Templemore? Eh oh, Dougie? Vous ne dites rien. L'horreur et le dégoût me soufflaient les mots qu'il ne fallait pas dire à ces criminels. Pour ne pas les alerter, je m'efforçai alors de continuer le jeu amorcé avec Marilyn. J'acceptais de leur faciliter la capture d'un premier millier de tropies, moyennant un pourcentage sur les futurs bénéfices des filateurs. Puis, j'alertai aussitôt les Grimm, le père d'Illigan, et Krebs, bien sûr, mais aussi Willy, le docteur, et même le directeur du muséum, afin de protéger nos malheureux tropies. Car un certain monsieur Van Kreuzen, vous avez deviné, bien sûr, Frances chérie, que c'est un de mes deux adversaires. Ne vous moquez pas, Doug, mais je n'avais pas deviné, non. Je ne savais pas encore jusqu'où pouvait conduire l'appât du gain. Van Kreuzen avait déjà fait savoir qu'il porterait plainte contre le muséum pour recel. En effet, étant propriétaire de la province où vivaient les tropies, il était propriétaire de la flore, bien sûr, mais aussi de la faune. Donc, de tropies, tropiettes et tropiaux. Très vite, un conseil de guerre se tient en présence de l'avocat du muséum. Mais enfin, que sont-ils, ces tropies, après tout? Des singes ou des hommes? Vas-y. Allons, Pop, du calme. Enfin, Sibylle, c'est l'avocat du muséum, pose-lui aussi cette question, enfin. Oh, puis tiens, je me tais. Je préfère encore écouter les oiseaux en liberté. Alors, vous demandez, maître, singe ou homme? Nous aurions été bien négligents si nous n'avions pas réfléchi à la question. Il est impossible de préciser, de répondre à cette question, justement. Mais comment c'est impossible. ça? Comment ça, impossible? Le dernier des bergers goitreux de nos savanes, le plus idiot d'entre eux, c'est reconnaître un homme, enfin, tout de même. Vous essayez de me faire croire quoi? Si le tropie n'est pas visiblement un homme, c'est donc un singe. Non, je comprends la surprise de monsieur l'avocat. Quand il y avait un trou béant entre la brute humaine, la plus bornée, et le grand singe le plus intelligent, l'abîme entre les deux était si large qu'une molaire de plus, une vertèbre de moins ne faisait pas douter que la brute appartint à l'espèce humaine. La chance nous souriait, à nous, anthropologues. La chance qui avait voulu que se fussent éteintes, depuis l'ère tertiaire, toutes les espèces intermédiaires. Nous étions bien tranquilles. Mais voici que le fossé est comblé. Toute frontière est effacée. Entre un docteur et un orang-outang, bien entendu, personne n'hésitera. Mais entre le macaque et le chimpanzé, et l'australopithèque, entre le demi-singe et le synanthrope, entre le synanthrope et le tropie, entre le tropie et l'homme de Heidelberg, entre cette ébauche d'homme et le négrito, enfin, entre le négrito et vous, monsieur l'avocat, et j'en passe, la différence est à peu près la même. C'est-à-dire que... De sorte que si vous pouvez nous dire, cher maître, où finit l'animal, où commence l'homme, Voilà. vous nous rendrez un fier service. Mais je ne suis pas anthropologue, moi. Eh, mais c'est une idée, ça. Quoi? Des anthropologues. Un congrès d'anthropologues. Ne pourrait-on de la sorte obtenir une définition de l'homme? Je vous la souhaite, bonne et heureuse. Vous aurez des cheveux blancs avant qu'il soit parvenu à 100 ans. À poser le problème. Mais c'est donc si difficile. Mais ce n'est pas que c'est difficile, mon vieux. C'est que c'est arbitraire. Il faudrait mieux tirer au sort, ça irait plus vite. Et ça ne serait pas moins exact. Il y a 300 ans que Locke a demandé, à propos des monstres humains, quelle est la borne entre la figure humaine et l'animal? Quel est le point de monstruosité qu'il faut fixer pour ne pas baptiser un enfant, pour ne pas lui reconnaître une âme? Vous voyez que ce n'est pas nouveau. Alors vous comprenez que ce n'est ni en 3 jours, ni en 3 mois qu'on s'entendra sur un point qui traîne depuis des siècles. Eh bien, s'il en est ainsi, je crains fort que la société fermière de M. Van Kreuzen ne parvienne à ses fins. Excusez-moi, maître. Je vous en prie, mademoiselle. Madame. Madame. Madame Grimm.
Ah. Il existe une loi qui protège les espèces zoologiques en voie de disparition, non? Nous pourrions la faire jouer si la société fermière ne proposait de vendre les tropies comme viande de boucherie, mais si elle les utilise ni plus ni moins comme des chevaux ou des éléphants... Mais enfin, vous, maître, vous n'avez rien à proposer? Il faudrait y réfléchir. La question est simple. Les tropies constituent-ils la faune du Takura ou sa population? On ne peut sortir de là, si j'en crois, monsieur... Krebs, docteur en géologie. Selon vous, jamais l'Académie royale des sciences ne pourra prouver que vos tropies sont des hommes. Il faut donc chercher à prouver que ce ne sont pas des singes. Je sais pas, un jugement, peut-être, un jugement qui supposerait ipso facto qu'ils sont des hommes. Créer un précédent. Et par exemple? Je sais pas, moi, ça doit pas être impossible. Enfin, supposons... oui, monsieur Templemore, supposons que vous preniez un tropie à votre service. Vous ne lui payez pas ses gages, il vous attaque en justice, il gagne son procès. C'est donc qu'on lui a reconnu des droits reconnus à chacun de nous. Autrement dit, les droits de l'homme. Mais c'est une ânerie! Un tropie ne peut prêter serment sur la Bible. Et qui aurait enregistré la plainte d'un être sans état civil? Cercle vicieux. Permettez-vous à un humble chirurgien d'émettre une suggestion? Ah oui, allez-y, Willy, allez-y. Eh bien, il me semble d'abord que nous compliquons le problème. Ça n'est pas un problème nouveau, d'ailleurs. Quand on a découvert l'Amérique, la question s'est posée pour les Indiens. Qu'étaient donc ces bipèdes qui ne pouvaient, de l'autre côté de l'océan, prétendre être les fils d'Adam et Ève? Et on les appela chimpanzés sans queue, et l'on en fit grand commerce. Ne pas recommencer cette erreur devrait être toute notre ambition. Et nous sommes là en défenseurs, non? Au lieu de cela, depuis 6 mois, nous raisonnons en anthropologues, comme si tous ces tropies étaient des squelettes fossiles. Mais ils vivent, bon sang, ils vivent, comme les canards ou les crocodiles. Ils vivent et ils se reproduisent. Il serait temps de réfléchir en zoologue, vous ne pensez pas? Donnerwetter, Willy, mais c'est l'œuvre de Christophe Colomb. J'en ai l'impression. Qu'appelle-t-on espèce? Un groupe d'animaux aptes à se reproduire, même si extérieurement ils ne se ressemblent pas. Ainsi le molosse danois et le loulou de Poméranie. Ils diffèrent entre eux comme un chat d'une girafe, mais leur union est féconde. C'est une même espèce, l'espèce canine. Inversement, le lion ressemble à la panthère, mais ne peut la féconder. Ils sont donc d'espèces distinctes. Alors, tentons de faire engrosser une tropiette par un homme. Et si la chose réussit? Eh bien, nous serons fixés. Et s'il ne réussit pas? Si elle... Mais nous serons fixés tout autant, non? Je vous préviens que si jamais pareille abomination était commise, je courrais cacher ma propre honte dans un couvent. Mais pourquoi donc? Ah, je comprends. Oh, détrompez-vous, je n'ai jamais songé à une véritable union charnelle réellement consommée. Les bêtes ne peuvent pécher, et il y a péché à les imiter. Il est licite de faire un mulet et de créer de nouvelles espèces, mais l'homme est une créature divine. Et les pratiques détournées que vous évoquez dissimulent sans l'abolir un sacrilège abominable. Mais voyons, Pop, si les tropies sont des hommes, leurs femelles sont des femmes. Et le péché dans ce cas est bien véniel au regard du but poursuivi, si pour les sauver de l'esclavage. Et si les tropies sont des singes? Dans ce cas, je le répète, quel mal aurions-nous fait? Une chienne peut être fécondée par un loup, cela donne un crocotte, une ânesse par un étalon, et même une vache par un âne. Bien, parfait. Quant à moi, je refuse d'être complice d'une pareille profanation. Si vous vous y décidez quand même, vous porterez seul l'irrémédiable scandale. Pardonnez-moi. Je ne pensais pas. N'en parlons plus. Ne vous excusez pas, Willy. Oui, ne vous excusez pas. Le père d'Illigan a raison, votre idée est scandaleuse, mais j'ai lu un scandale encore pire que de faire engrosser des tropiettes. Et alors, je vote pour votre idée, Willy. Un scandale pire? Julius Drexler, ça vous dit quelque chose? Non, moi non. Non plus. Mais si, voyons, cet anthropologue renommé. Renommé pour sa vénalité, surtout. C'est vrai, mais il est compétent. Compétent, il est surtout... Chez Fouly, la découverte du Paranthropus grimiensis.
non seulement vient confirmer nos connaissances sur l'origine de l'homme, mais encore et surtout balayer les notions que nous avions de l'homme lui-même. En effet, classer ce Paranthropus dans l'espèce Homo, c'est accorder que cette espèce peut comporter des individus quadrimanes, sans compter maint autre attribut simien. Mais si on lui dénie l'appartenance à l'espèce Homo, de quel droit alors appeler homme les fossiles de Heidelberg à la mandibule de chimpanzé, et celui du Néandertal, qui ne diffère du tropique que par quelques détails de charpente, et ainsi, de proche en proche? Pourquoi appeler homme le fossile de Grimaldi, celui de Cro-Magnon, et enfin le pygmée d'Afrique, le Véda de Ceylan ou le Tasmanien, dont la boîte crânienne est moins développée que celle de Cro-Magnon et dont les arrière-molaires comportent encore un 5e denticule comme chez les grands singes? L'apparition des tropies prouve l'inanité de la notion simpliste de l'unicité de l'espèce humaine. Et il n'y a pas d'espèce humaine. Il n'y a qu'une vaste famille d'hominidés qui descend l'échelle des couleurs, au sommet de laquelle est le blanc, l'homme véritable, pour aboutir à l'autre bout, aux tropies et aux chimpanzés. Il faut abandonner nos vieilles notions sentimentales. Il faut établir scientifiquement, enfin, la hiérarchie des groupes intermédiaires abusivement dits humains. Voilà ce que dit Drexler. On ne peut pas laisser cet article sans réponse. Comment? Ce salaud-là a raison. Comment? Vous aussi? Oui, sur le plan paléontologique, il n'y a rien à répliquer. Il le sait bien, cette ordure. Ah, ça non plus, il n'y a rien à répliquer. Le Durban Express publie lui aussi cette monstruosité et conclut « Les nègres sont-ils des hommes ?» Rien à répliquer. Il n'est pas sans intérêt de savoir que les travaux de M. Drexler sont financés par M. Pendleton, rival en affaires de M. Van Pruysen. Je vous l'ai dit, c'est un grand anthropologue, mais un petit salaud. Encore un hybride. C'est la porte ouverte au racisme, à la loi du plus fort, à tous les crimes commis au nom de la science. Il ne faut pas l'oublier. Moi, je ne l'oublie pas. Je n'ai pas quitté l'Allemagne nazie pour me laisser intimider par monsieur Himmler, Van Pruysen. Ça n'est pas possible. Non, ce n'est pas possible. Alors, je répète, j'ai faute pour l'idée de Willy. Moi aussi. Et vous, Doug? Moi aussi. Mais, attention, il faudra être certain que le volontaire même soit fécond. Et discret. On continue? Bien sûr. Voilà la suite de l'émission. Du texte, enfin de ma lettre, quoi. Ah. Si seulement nous avions écouté le père Dilligan. Mais hélas, depuis samedi, il n'y a plus aucun doute. Toutes les inséminations ont réussi. Vous avez bien lu, Frances. Toutes. À peu près sûr qu'un croisement avec l'homme ne donnerait rien, nous avons, en zoologistes consciencieux, tenté parallèlement les croisements avec les espèces simiennes les plus voisines, le chimpanzé, le gorille et l'orang-outan. Tous ces croisements ont réussi. En d'autres circonstances, cette mésaventure aurait pu me faire sourire. Mais c'est que, Frances, je serais le père de ces malheureux tropiolas. Je devine vos sentiments. Encore une chose que je vous ai cachée. Je vais tenter de vous expliquer pourquoi. Mais ne haïssez pas Sibylle, ma chérie. Je vous l'ai déjà dit, elle ignore le mal. Elle est femme de science à un point presque monstrueux. Rien n'a d'importance pour son esprit et dans sa vie, hors la recherche et la méthode. Mais pour dire vrai, elle n'eut guère besoin de m'expliquer longuement les choses. Le jour venu, c'est tout naturellement que je me suis soumis aux garanties biologiques et juridiques indispensables et que ma semence fut déposée en 6 femelles. Un passage qui ne va pas? Trop long? Oh, pendant 1 heure ou 2, je vous ai haï, mon chéri. Pardon, mais voyez-vous, je ne comprenais pas. Je ne comprenais plus un mot de cette histoire. J'aurais volontiers tué tous les tropies du monde pour chasser de moi l'image de Sibylle se refermant sur vous comme un coquillage. C'était obscène et je vous en voulais. Vaccinée. Je me croyais vaccinée contre l'amour, décidée à ne plus jamais souffrir, d'amour en tout cas. Et voilà qu'un petit journaliste, une grande chiffre molle de journaliste... Je vous dis tout, n'est-ce pas, darling? Je vous traitais d'idiot, de triple idiot. Et je faisais et refaisais l'admirable lettre, la splendide lettre que j'allais vous asséner. Mais subitement, un ange gardien, je ne sais pas, une petite phrase s'est trouvée placée devant mes yeux, oui, littéralement.
effectivement mise sous mon regard. Comme au cinéma, quand une image grossit. La phrase « Je serais peut-être pendue ». Mais au fait, vous l'avez coupée, cette phrase? Mais non, chérie, vous ne l'avez pas encore lue. La lettre n'est pas terminée. Ah, excusez-moi. Non. Dites-moi encore ce que vous avez ressenti. Oh, rien que de très banal. J'étais partie en vous maudissant, je suis rentrée en m'insultant. Comment n'avais-je pas compris que votre lettre débordait d'amour, de générosité? Bref, je suis revenue en courant et je me suis jetée sur la lettre pour la relire. Alors, où en étais-je? Ah, Frances, j'ai pris une décision terrible. Je ne sais pas où elle me mènera. Au vrai, rien, absolument rien ne m'y oblige. Pourtant, ce qui doit être fait, comment s'y soustraire? Mais si je le fais, je veux vous avoir avec moi, ma chérie. Je veux que vous partagiez cette décision, que vous l'approuviez. Je veux que nous la prenions ensemble comme l'issue inéluctable d'une calme méditation. Car du seul point de vue qui nous préoccupe, le sort, la nature des tropies, il faut l'avouer, l'insémination est un fiasco. Le problème reste entier. Il va se compliquer seulement du pénible problème que le père Dilligan avait prévu et redouté. Les tropies qui vont naître par notre faute seront des êtres plus ambigus encore, plus intermédiaires que jamais. Alors, ma chérie, vous comprenez bien qu'après avoir vu et entendu un requin comme von Kreusen, après avoir lu le monstrueux Julius Drexler, il va s'agir moins de savoir ce que sont les tropies que d'obliger l'actuelle humanité à se définir elle-même, de se définir sans équivoque, d'une façon irrécusable et formelle. Il faut savoir, il faut une claire notion de ce qui, en vérité, distingue spécifiquement les hommes du reste de la création. Je suis en mesure d'exiger, Frances. Non, ce n'est pas le mot. Je suis en mesure de mettre l'immense et solennel appareil de la magistrature du Royaume-Uni dans l'obligation de répondre. Et il ne suffira pas qu'elle accorde ou refuse aux tropies la qualité d'être humain. Il faudra qu'elle établisse et publie les motifs de son jugement. Concevez-vous la portée de ce précédent juridique? Je vous ai demandé de m'épouser, et vous avez accepté. Mais sachez bien que cela ne vous engage point, Frances. Je serai bientôt l'objet d'un scandale retentissant. Ah, la voilà la phrase. Je serai peut-être pendue. Car ce n'est pas en soufflant sur mes doigts que je secouerai les fondations séculaires de la justice britannique. Je ne puis confier mon projet au hasard d'un bout de papier, ni à la fortune des messageries. Mais vous avez déjà compris qu'il sera douloureux et lourd à accomplir. Voilà tout ce que je puis vous dire, Frances. Voulez-vous m'épouser? Je vous aime. Douglas. Et j'ai reçu un télégramme de vous, le second. Marions-nous tout de suite. Mais bien sûr, darling. J'aurais même voulu être à vos côtés pour vous empêcher de faire une sottise. Car je savais déjà que vous iriez au bout de votre mystérieuse résolution. La nature humaine m'émerveille. Grâce à vous, Douglas, chéri. Oh, vous veniez de commettre une moche petite volerie avec Sibyl. Oh, c'était moche. Vous ne pouvez pas dire le contraire, darling. Et en même temps, vous risquiez votre vie pour qui? Pourquoi? Pour des tropies. Mais Frances, j'aurais pu me taire. Bah, je veux dire, pour Sibyl. Après tout, je ne vous avais rien promis. Quelle importance, désormais. Sibyl est devenue mon amie, vous le savez bien. Que puis-je faire de plus? Écoutez la suite de mon brouillon, chérie. L'auditeur n'a certainement pas oublié comment je me suis efforcé d'être en état d'arrestation, ni que j'avais déclaré avoir fait baptiser la petite victime. Vous sautez directement de Sydney à votre jugement? Non, j'ai 2 documents sonores, dont le témoignage involontaire, bien sûr, du pasteur et de ses employés. Et Derry, vous n'en dites rien? Je crains de lasser l'auditeur. Lasser? Mais donc c'est grâce à elle... Oh, vous souriez? Mais je n'oublie pas, Frances, ce que je dois à ma gentille tropiette, mais à la radio, je crains fort que ces mimiques soient inefficaces. Quand vous êtes descendu de l'avion, vous et Willy, j'ai vraiment cru que vous vous efforciez d'aider une femme indigène un peu myope. Et dans le taxi, elle s'est endormie, la tête sur l'épaule de Willy. Ah, si un jour un metteur en scène bien inspiré veut faire un film de cette histoire, nous lui raconterons comment Derry a failli briser notre lune de miel. Oh, on serait jalouse à moi. Oh.
Pauvre de nous, il nous a fallu patienter 11 grands jours pour nous marier. Et 11 grandes nuits pour que Derry accepte que nous partagions le même lit, vous et moi. Ah, j'ai bien un petit aperçu de la voix de Derry. Oh, faites-la moi écouter, chérie. Le beau sandwich avec du beau jambon. Tu aimes, hein? Derry, tu aimes le jambon? Elle aime, Derry. Oh oui, elle aime. Ah, quel couple moderne. C'est Willy qui préparait le repas. Ah non, Derry, non, tu dois demander. Tu veux un sandwich au jambon, Derry? Oui. Parfait, Derry. Parfait. Voilà. Non, Derry, non. Qu'est-ce qu'on dit? Thank you, sir. Gentil, Derry. Vous vous souvenez? Vous trouviez qu'elle ressemblait à Mrs. Mary Bottom. À sa descente d'avion, oui. Mais ici, parfois, je lui trouvais le regard... Ah, ne vous moquez pas de moi. Le regard de Van Gogh dans son portrait à la pipe. À moins que Van Gogh, au bord de la folie, n'ait eu les yeux de ma tropiette. C'est bien à cause de ce regard que votre projet m'a terrifiée. J'espérais qu'il vous ferait renoncer à... Je vous ai dit, vous n'oserez jamais tuer son petit. Et vous m'avez répondu. Des milliers de gens, chaque jour, s'en noyer la portée de leur chienne ou de leur chatte. Mais ce sont des chatons ou des chiots, vous ai-je répondu. Et moi, et alors? Oui. J'ai été longue. J'ai mis longtemps à décider si je vous approuverais ou non. Regrettez-vous, darling? Je vous aime, Douglas. L'auditeur n'a certainement pas oublié comment je me suis efforcé d'être en état d'arrestation, ni que j'avais déclaré avoir fait baptiser la petite victime. Bonjour, monsieur. Bonjour, monsieur le pasteur. Pardonnez-moi de vous avoir fait attendre, mais mon foie et mon estomac ne s'entendent plus guère. L'anarchie s'installe dans l'état vieillissant. Ah, adorable bébé. Ah, vraiment adorable. Il vous ressemble, non? Les parrains. Au fait, c'est pour le baptême. En effet, Father. Parfait. Les parrains sont déjà dans le temple, sans doute. Non, je suis seul. Mais c'est bien pour un baptême. Les circonstances m'y obligent, Father. Ah. Sans doute désirez-vous, mais... Eh bien, je vous écoute, mon enfant. Je viens de me marier, monsieur le pasteur, et cet enfant est né hors mariage. Parfait. Enfin, c'est-à-dire... Oui, que voulez-vous? Alors, je désire entourer cette cérémonie de la discrétion la plus grande. Oui, mais les parrains, il en faut. Eh bien, n'avez-vous pas à votre service un vieux ménage? De jardinier? Ben, nous ferons comme vous voudrez. Oh! Voulez-vous venir? Oui, tous les deux! Ben, comme d'habitude, quoi! Ne perdons pas de temps, monsieur. Douglas Templemore. Parfait. Bonjour, monsieur. Bonjour. Mes hommages, madame, mes respects, monsieur. Mes compliments pour le bébé, monsieur. Il vous ressemble. Pas du tout, Neil. Il est affreux, ce bébé. J'en ai même rarement vu d'aussi laid. Alors que son... En silence, je vous en prie, quel prénom pour ce petit garçon? Gérald et Raph. Ah, parfait. Non. Alors, né donc de Douglas Templemore et de... La mère n'a qu'un prénom. C'est une indigène de Nouvelle-Guinée. Ah, la maman n'a... C'est pour ça qu'elle est si laide, je savais bien. Elle n'a pas de nom? C'est un obstacle pour le baptême. Prénom de la mère? Derry. Monsieur, vous comptez l'envoyer à l'école plus tard? Très certainement, madame. Ah, pauvre petit. Avec sa tête, il n'aura pas la vie facile. Je déclare ouverte l'assemblée extraordinaire
de la guilde des amis des bêtes. Il y a des membres de la société protectrice des animaux dans la salle. Mais c'est une honte! Pas de traîtres parmi nous, dehors! Mes amis, il y a plus grave aujourd'hui que nos dissensions, même légitimes. Dans 15 jours s'ouvre le procès d'un héros. L'Evening Tribune titre ce matin: Douglas Templemore sera-t-il décoré ou pendu? Nous demandons qu'il soit décoré. Mais il ne s'agit pas d'influencer les débats, mais d'émettre une opinion, dont les débats à venir feront l'usage qu'ils voudront. Qui est de cet avis? Il a tué son enfant, non? C'est un sacrifice. Il a immolé ce petit être à ses frères. Mais qui de nous ne tuerait pas de ses mains son propre chat ou son chien fidèle, plutôt que de le voir tomber entre les mains esclavagistes de capitalistes australiens? Vous faites semblant, oui, vous faites semblant d'ignorer le sort auquel ces animaux étaient promis. Attention. Si les tropies sont des animaux, vous faites le jeu de la société du Takura qui veut en faire des bêtes de somme. Ils n'attendent que ça. Si ce sont des animaux, je parle des tropies. Est-ce les maltraiter que de les faire travailler en usine comme les hommes? Et les femmes! Enfin, je les ai vus, moi, les tropies. Je les ai observés. J'ai l'honneur de dire à Madame la Présidente que ce sont des hommes. Ouais, des hommes. Comme elle et moi. Mais on ne m'empêchera pas non plus de dire que ce Templemore est un assassin. Quand bien même il aurait eu son fils d'une jument ou d'une chèvre, c'était son fils, nom d'un chien. S'il devient permis à présent d'aller noyer ses gosses comme des chiots, c'en est bientôt fini de l'Angleterre. Bien dit. C'est pourquoi je vote, moi, pour qu'on le pende. On fait partie des mères chrétiennes. Et nous avons nos consciences de mères et de chrétiennes déchirées. Faut-il baptiser les saintes tropiaux qui sont aux eaux? Demandez à Rome. Rome ne répond pas. Revenons à l'ordre du jour. Vous aviez conscience de ce qui se passait au dehors, Douglas? Avant le procès? J'étais en prison, mais pas au secret. Oui, je le sais bien. Mais aviez-vous conscience que vous aviez déjà remporté la première manche? Les journaux anglais ne parlaient que de vous, bien sûr, mais New York dressait aussi l'oreille et la France s'interrogeait. Oui, mais qu'est-ce qui les préoccupait tous? De quoi étaient pleines les lettres que vous m'apportiez chaque jour à la visite? Qu'est-ce qui préoccupait Paris, New York et les Anglais? Excepté vous, Frances, personne n'avait compris de quoi il s'agissait. Clairement. Même parmi mes amis de l'expédition. À part le père Dilligan, bien sûr. Même Sibylle était à côté de la plaque. La pauvre. Un après-midi, comme j'arrivais à la prison, elle en sortait. Elle venait de vous rendre visite. Oh, je n'ai pas su exactement ce que vous lui aviez dit, mais elle était sur le point de pleurer. Vraiment. Mais qu'ai-je donc fait à Doug, Frances? Je ne peux plus dire un mot sans qu'il se mette en colère. Il faut peut-être lui pardonner. Ne pensez-vous pas, Sibylle? Il joue sa tête. Je n'oublie pas. Ne vous fâchez pas à votre tour. Expliquez-moi plutôt quelle sottise j'ai bien pu dire. Je ne me fâche pas. J'ai peur. Peur pour lui. Et lui aussi a peur, après tout. S'il se met en colère, c'est que vous devez lui parler comme ces gens qui lui passeront la corde au cou. Frances! Certainement, vous minimisez le procès. Ce que la plupart des gens attendent, et vous aussi, Sibylle, j'en suis sûre, même si vous ne l'avouez pas, c'est un vague statu quo. Vous seriez ravis qu'on laisse les tropies tranquilles et aussi qu'on acquitte Douglas. Mais le reste, vous n'y tenez pas trop. Quel reste? Si les tropies sont des hommes ou non? Oui. Parce qu'au fond, cela inquiète les gens. Et vous aussi, ne dites pas le contraire. Cela ne m'inquiète pas du tout.
Je continue simplement de penser que le sort des tropies n'est pas une question scientifique. C'est tellement dépassé tout ça, le sort des tropies. C'est drôle que vous ne compreniez pas. Français, je vous en prie, expliquez-moi. Qu'attend-il de ce procès alors? Il l'a voulu pourtant. Vous vous rappelez le capitaine de Typhon? Dans le roman de Conrad? Pourquoi? Parce que Douglas lui ressemble. Faut-il éviter le cyclone, se demande le capitaine. N'est-ce point la sagesse pour mon navire et ma propre peau? Mais il pense à ses armateurs. Ils me diront, il a coûté bien cher ce voyage, vous en avez brûlé du charbon. Je répondrai, j'ai fait un détour de 2000 pour éviter un cyclone. Nom d'un chien, insisteront-ils, il fallut que ce fût un bien méchant cyclone. Et moi, ça, voyez-vous, je n'en sais rien puisque je l'ai évité. Alors qu'a fait le capitaine, Sibylle? Il a foncé tout droit dans l'ouragan. Et Douglas va faire comme lui? Mais alors ce procès est une folie? Je vais le lui dire de ce pas. Frances! Lâchez-moi le bras, Sibylle, on nous regarde. Excusez-moi. Et il m'attend. Que peut-il sortir de bon de tout cela? Je ne sais pas. Peut-être quelque chose comme une nouvelle? Une nouvelle, bonne nouvelle? Non, Sibylle. Vous me faites pitié. Sincèrement. Je ne vous blesse pas. Vous êtes désemparé. Pourtant, vous vous flattez d'être immoraliste. Vous ne croyez ni à Dieu ni à diable. L'âme, vous me l'avez dit, ça ne vous dit rien, etc., etc. Mais si, seulement à une condition. C'est qu'on m'explique d'abord ce que c'est, ou à quel signe on la reconnaît. C'est justement ce que dit Douglas. Non, c'est moi qui le lui ai soufflé. Je me suis mal exprimée. C'est ce que Douglas attend de ce procès. Une réponse, un signe. Si le signe existait, ça se saurait. N'est-ce pas étrange? Quoi, tout le monde est d'accord. La brute la plus analphabète, bien que 100 fois plus proche par son intelligence d'un chimpanzé que d'Einstein, partage pourtant avec Einstein une chose mystérieuse, irremplaçable, dont le chimpanzé est privé, qu'on appelle l'âme ou tout ce qu'on voudra. Mais cette chose mystérieuse, à quel signe la reconnaît-on? C'est tout. C'est tout. Bien sûr, Frances. Simplement, oui, je suis immorale. Il m'arrive d'en souffrir. Oh, pas de ce qu'on peut penser de ma vie. Non, mais de ce que cette vie dépend si totalement de moi, et de moi seul, de mon seul jugement. J'en éprouve parfois un vertige panique. Je vous étonne? Un peu, je l'avoue. On ne s'habitue pas à ce que nos actes n'aient aucun sens. Le ciel est vide, Frances, c'est vrai. Mais on a beau le savoir, on ne s'habitue pas. Et si Doug obtenait enfin une réponse, s'il nous obligeait tous à répondre, à dévoiler, à révéler ce fameux signe, ce signe que doivent montrer les tropies pour nous révéler ce que nous sommes. On pourrait vraiment le savoir? Si on le peut pour les tropies, c'est qu'on le pourra pour nous. Mais pour cela, il ne faut pas penser à Douglas comme à un Don Quichotte. Il faut lui faire confiance. Même si nous devons tous être morts avant d'avoir vu les fruits de son renoncement. Après tout, ce ne serait pas la première fois que les chaînes de Dodone sembleraient parler pour les sourds. Jusqu'au jour où la frêle rumeur éclatera en chant d'espérance. C'était Les animaux dénaturés. Aujourd'hui, première partie, Le maillon perdu est retrouvé, par Maurice Chevitte, d'après le roman de Vercors, avec Roger Molien, Douglas Templemore, Monique Thierry, Frances Templemore, Philippe Lodenbach, le docteur Figgins, Jean-Paul Tamaris, l'inspecteur Mims, Pierre Trabeau, Grimm et Déré, José Yann, Sibylle, Gérard Darieux, Pop, Claude Dasset, Krebs,
Claude Nicot, Williams, Caroline Claire, Marilyn, Henri Poirier, Van Cruysen, René Renaud, Granette, Yves Pénaud, l'avocat, Philippe Derez, le pasteur. Et le concours de Ginette Franck, Pierre Garin, Jean Péméja, Lucien Frégis, Lisette Lemaire, Vera Feder, ainsi que de Michel Chaume, Chantal Garrigue, Alain Kerval, Jacques Maire, Claudette Laurent, Agnès Viala, Laurence Schumann. Collaboration technique, Nelly Laya, prise de son Robert Gachassin, assistante Annie Delers, réalisation Claude Roland-Manuel.